Bonjour, alors on va nous présenter le projet qu'on mène en Mayenne avec Intersystem et Dr Smart depuis 2023, qu'on a intitulé Innovation et IA au service de la coordination territoriale, des prises en charge et de la responsabilité populationnelle. Juste une petite présentation du territoire de la Mayenne. C'est un territoire rural de 330 000 habitants. On a la chance d'avoir une forte densité en établissements qui sont des petites structures parce qu'on en a 7. Il y a 3 centres hospitaliers au MCO, 4 hôpitaux de proximité. Il y a 200 médecins de ville et on a une grosse problématique de densité médicale et densité paramédicale, que ce soit en ville ou dans les hôpitaux. Par contre, un des avantages qu'on a, c'est qu'il y a une volonté de l'ensemble des acteurs de travailler en commun. Et ce qui fait qu'on a pu mettre en place une plateforme ville-hôpital qu'on a améliorée année après année de façon incrémentale. Donc, sur le cadre du projet. Donc l'idée, on a commencé le projet en 2022. Il faut savoir qu'en Mayenne, on a 3 services d'urgence, mais qui sont régulièrement fermés le soir, plutôt la nuit. Et il y a 3 SMUR, mais il y a régulièrement un ou deux des 3 SMUR qui ne sont pas activés. Donc il s'agissait d'apporter très rapidement une réponse aux professionnels du territoire. Il n'était pas question d'attendre 3, 4, 5 ans pour qu'on ait quelque chose de mieux. À l'origine du projet, du coup, on a les différentes problématiques. On a des besoins de santé croissants parce qu'on a un territoire qui a une population qui est un peu plus âgée que dans d'autres territoires. On a une population rurale qui est un peu plus isolée, qui est peut-être aussi moins tournée vers la prévention. Une démographie médicale faible, ça j'en ai parlé, on n'est pas le seul territoire. Et comme dans énormément de territoires, on a des données médicales qui sont en silo, donc qui empêchent les professionnels de travailler ensemble de façon efficace. Des prises en charge qui sont insuffisamment coordonnées dans la mesure où les données médicales ne sont pas assez partagées, les outils parcours ne sont pas utilisés complètement. Et par défaut, beaucoup de médecins généralistes ou parfois de paramédicaux orientent les patients aux urgences, qui ne sont pas toujours ouvertes, ce qui alourdit les prises en charge et ce qui augmente les coûts évidemment. Du coup, lorsqu'en fin 2022, début 2023, on a réuni les médecins de ville et des médecins hospitaliers et ils nous ont dit, voilà ce qu'on veut. Alors, on veut déjà accéder aux données médicales en temps réel. On veut être notifié des prises en charge. On ne veut jamais apprendre au détour du marché ou à la pharmacie que M. Dupont ou Mme Durand est décédé. On veut un outil unique pour tout faire. On ne va pas se connecter à notre LGC, à un logiciel de téléexpertise, au DMP et à d'autres choses parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Il faut imaginer qu'un médecin généraliste, il finit de voir M. Dupont, il prend 2-3 minutes pour taper son truc et il passe au suivant. On veut aussi pouvoir envoyer un patient à l'hôpital, non pas aux urgences, mais en demande semi-urgente, en adressage semi-urgent, et faire une téléexpertise. Et donc, c'est ce qu'on a réuni autour de Healthshare en 4 mois entre le moment où le cahier des charges a été validé en février 2023 et l'ouverture expérimentale en juin 2023, et on l'a généralisé en novembre 2023, et on l'exploite depuis bientôt 3 ans maintenant. L'idée des médecins, c'était surtout qu'ils viennent avec leurs outils. On ne peut pas arriver, surtout en tant qu'hospitalier, et dire aux médecins de ville « vous allez utiliser des outils hospitaliers ». On a pris une plateforme qui a une vocation d'intégration. On peut intégrer des outils différents et on peut aussi intégrer des outils concurrents. S'il y a des médecins qui sont habitués à travailler avec le prestataire A, ils continuent évidemment. Donc, quelques chiffres. On a 5 des 7 DPI du GHT qui sont connectés, sachant que maintenant tout le monde est passé sous sillage, mais lorsqu'on a connecté, on avait différents DPI. Et donc, le grand intérêt, c'est qu'on a pu réunir sur une plateforme unique, avec un serveur de rapprochement d'identité, des données médicales multi-DPI. Donc du coup, il s'agissait, si M. Dupont était pris en charge dans d'autres établissements, le médecin traitant, le pharmacien d'IDEL accède à l'ensemble des données de M. Dupont, avec les comptes rendus évidemment, mais aussi des données structurées, ce qu'on verra plus tard. Ça a rencontré un certain succès auprès des médecins de ville, dont 40% se connectent régulièrement. Alors tout le monde ne s'y connecte pas, il y a des résistances au changement, mais on sent que c'est le bon modèle parce qu'il y a un besoin. Et les gens veulent un outil unique. On essaye de faire venir d'autres parties prenantes, comme les cliniques, les laboratoires de ville, où on travaille aussi avec les EHPAD qui sont sur NetSoins. Et typiquement, lorsqu'un résident est envoyé aux urgences, le dossier NetSoins, le DLU, dossier des urgences, suit en papier. Et là, techniquement, on va voir pour qu'il puisse être poussé dans la plateforme. L'idée, c'est que tout le monde y ait accès, ce qui fait que le médecin généraliste est notifié en temps réel que le résident est arrivé aux urgences avec le DLU.
On a commencé autour de 80-100 demandes par mois. Maintenant, on est à 150. Il y a 2500 documents joints. Il y a un peu plus de 3000 messages qui ont été échangés. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont utilisées. Donc on travaille vraiment on est en partenariat avec beaucoup de professionnels de santé de ville et d'hôpitaux. Nos partenaires, on va travailler avec des associations type Enosia, Geste 53, qui sont là pour accompagner soit les patients dans la précarité ou dans le handicap. On travaille aussi avec les EHPAD, les SIAD, le DAC, le dispositif d'appui à la coordination et les CRT. Ensuite, là où il y a des limites qu'on va un peu détailler, c'est qu'il y a une croissance qui est réelle mais qui reste limitée. Pourquoi ? Parce que ça reste un projet qui a un soutien institutionnel limité. C'est un peu un ovni, c'est-à-dire que ce n'est pas la CEPAM, ce n'est pas le GRAD, ce n'est pas les hôpitaux non plus. Tous ces outils-là ont besoin d'être incarnés sur le terrain. Il ne suffit pas d'envoyer un mail à tous les médecins généralistes pour qu'ils s'en servent. Alors, Émilie et moi, on est allés voir beaucoup de maisons médicales, beaucoup de généralistes, beaucoup de pharmaciens. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Et la question, mais qui est posée dans beaucoup de territoires, c'est quel est le modèle financier ? L'objectif de cet outil, c'est d'empêcher les gens de venir à l'hôpital lorsqu'ils n'en ont pas besoin. Donc, c'est destiné à réduire l'activité hospitalière, donc les recettes hospitalières. Donc, ce n'est pas aux hôpitaux de payer. La CEPAM est avec le DMP, donc ce n'est pas leur sujet, même si le DMP a une utilité. Donc, pour l'instant, c'est un cofinancement ARS établissement, mais il n'y a pas de modèle financier là-dessus. Et c'est à ce quoi se heurtent d'autres territoires. Dans les retours des utilisateurs, alors la plateforme, l'outil a des faiblesses et des points forts. Dans les faiblesses, on peut remarquer une fragilité de l'outil qui est souvent liée aux multiples interopérabilités. Les professionnels prennent beaucoup de temps à s'approprier l'outil, donc ça prend du temps pour qu'ils puissent l'utiliser au quotidien. L'outil la plateforme est alimentée par les données du DMP, les données structurées, mais malheureusement aujourd'hui, dans le DMP, on a encore beaucoup de textes libres qui ne sont pas encore récupérés par la plateforme. Sur les demandes semi-urgentes ou les téléexpertises, il peut parfois y avoir des délais un petit peu plus longs sur certaines spécialités. On dit à peu près 48 à 72 heures de réponse, mais parfois ça peut être un petit peu plus long. Donc on a une équipe sur le CH qui check quotidiennement les demandes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de demandes qui soient laissées de côté. On a peu de moyens aussi pour élargir le déploiement. On est une équipe de 3. Je suis à 50% sur cette mission, donc le temps est très, très court pour pouvoir déployer sur tout le département la plateforme. L'ergonomie de l'outil a pu être aussi décriée, mais voilà, en partenariat avec les développeurs, c'est quelque chose qui s'améliore de jour en jour et de semaine en semaine. Au niveau des points forts, donc, on a quand même pour les professionnels qui les utilisent une vraie appropriation de l'outil. Ils l'utilisent quasi quotidiennement pour certains. C'est un accès sécurisé et il y a une traçabilité de tout ce qui est dans la plateforme. Les professionnels peuvent se connecter par leur carte ICPS en ville ou avec une double authentification. C'est une plateforme unique où on regroupe tous les modules autour du dossier patient. On a un accès aux données en temps réel. La coordination y est facilitée et un accès rapide aux données. Ça améliore vraiment le lien entre la ville et l'hôpital. Et il y a une réelle demande aujourd'hui des utilisateurs pour pouvoir avoir accès à cette plateforme. Donc, comme je disais tout à l'heure, on adapte la plateforme aux besoins des utilisateurs. Et donc, depuis le début de la plateforme, on a fait énormément de changements. On va vous présenter les modules principaux. Et donc, voilà, on voit 50 mises à jour, dont 20 majeures en moins de 3 ans. Donc, on est vraiment à l'écoute du terrain pour pouvoir faire évaluer la plateforme
Et c'est super intéressant parce que ça correspond complètement aux usages, à leurs besoins, et c'est ce qui fait que c'est très appréciable. C'est tout l'intérêt, on peut plugger un module et si ça ne marche pas, on peut le dépluguer et le remplacer par autre chose. Ouais. Un même module, des fois, a été changé plusieurs fois parce que justement, ils ont vu sur le terrain qu'il y avait des manques. Et donc, on a fait à chaque fois des évolutions rapidement pour combler les problèmes. Donc sur la plateforme, on peut retrouver presque 340 000 DPI qui viennent des différents établissements hospitaliers du territoire, qui relient avec plusieurs gammes. Et le rapprochement d'identité se fait par le SRI, pardon. Donc on n'a pas pour but, c'est pas le but d'avoir un répertoire de documents, c'est vraiment de pouvoir les retrouver facilement, de les structurer pour que ce soit rapide d'accès. En retour d'utilisateur, on nous a vraiment dit que c'était un outil qui était devenu indispensable à leur quotidien, justement parce qu'ils peuvent avoir accès rapidement aux courriers, aux ordonnances, aux comptes rendus. Sur les associations comme Enosia, par exemple, qui accompagnent les patients dans la précarité, dans leur quotidien, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils suivent des patients qui sont hospitalisés et ils l'accompagnent après l'hospitalisation. Et il y a souvent une barrière de la langue chez cette population-là, et les gens sont perdus dans leur parcours de soins. L'équipe d'infirmières de l'association peut connaître le parcours du patient grâce à la plateforme. Pour les infirmières à domicile, c'est pareil. Souvent, elles nous remontent que les patients perdent les ordonnances ou ne savent pas où ils les ont mises et ne savent pas trop ce qui s'est passé pendant leur hospitalisation. Donc là, avant de pouvoir aller au domicile du patient, ils peuvent, les infirmiers, avoir accès aux informations du patient, savoir ce qui s'est passé pendant l'hospitalisation et déjà voir l'ordonnance pour anticiper les soins qu'il y a à faire. Pour le médecin traitant, les suivis sont facilités et ils peuvent voir un petit peu les différents examens qui ont été réalisés pendant l'hospitalisation. Parce qu'ils ont accès au compte rendu et ils n'ont plus besoin de refaire des examens si jamais ils n'ont pas eu le compte rendu. Donc on a vraiment une prise en charge améliorée des patients. Le parcours est beaucoup plus fluide, sans rupture, notamment pour les patients qui sont dans des situations précaires ou de handicap. Le gain de temps dans les recherches de documents est vraiment très important. Les infirmiers nous disent je n'ai plus besoin d'appeler la secrétaire pour récupérer un document. La secrétaire n'est pas joignable au moment où j'ai besoin de ce document. C'est vraiment un gain de temps au quotidien et une limite des dépenses inutiles. Alors dans les modules, il y a donc des notifications qui ont été mises en place, soit associées directement au dossier patient pour prévenir les médecins de ville justement qu'un patient est rentré à l'hôpital, sort de l'hôpital, est décédé, etc. Et il y a aussi des modules qui sont mis en place et qui sont liés à toutes les demandes semi-urgentes, téléexpertise, téléconsultation, etc. qu'on verra après. Et donc on a limité les notifications en fonction des attentes du terrain aussi. Donc ils en ont quand même peu, mais celles qu'ils ont, elles sont efficaces. Et ça permet de réagir vite sur les différents sujets de la plateforme. Oui, c'est ça, c'est des notifications qui ont été demandées par le terrain. Par exemple, pour les infirmières libérales, le fait de savoir si un patient est hospitalisé, ça évite pendant sa tournée qu'il aille au domicile du patient. Ça évite aussi, quand il se retrouve devant une porte fermée, de devoir appeler les pompiers pour s'assurer que le patient n'a pas fait un malaise derrière la porte. Les associations, ça leur permet aussi d'anticiper les sorties d'hospitalisation pour pouvoir accompagner le retour à domicile des patients. Et le médecin traitant, il peut mettre à jour facilement le parcours du patient, les informations du patient. Et pour certaines situations, ça évite de faire des impairs. On a un médecin qui ne savait pas qu'un patient était décédé et elle avait demandé au mari de cette patiente comment elle allait.
Donc elle s'est retrouvée dans une situation un peu compliquée. Donc maintenant, grâce à ces notifications, il n'y a plus d'impair comme ça qui se fait. Donc à peu près en moyenne, on a 3000 notifications par mois qui sont envoyées. Donc là, on va vous présenter premier module. Donc, ce sont des modules d'adressage qui ont été personnalisés. On a un module de demande semi-urgente. Donc, ça va être des demandes qui sont faites de la ville vers l'hôpital, de l'hôpital vers l'hôpital lui-même ou entre hôpitaux pour des demandes d'hospitalisation, pour des demandes d'examen, pour des demandes de rendez-vous. Donc, les modules ont été vraiment pensés aussi avec la ville et l'hôpital pour vraiment répondre à leurs besoins. L'idée, c'est que très rapidement, soit en passant par le dossier patient, soit en passant par les annuaires qu'on va voir après, on peut faire une demande. Ça part sur un service. Alors, selon les services, ils ont organisé les choses différemment parce que c'est très flexible. Et pour satisfaire tout le monde, on a des cas où il va y avoir des CPO qui vont recevoir les demandes, d'autres où le médecin en chef veut prendre en charge directement lui la demande, va recevoir la notification. Parfois, ce sont les secrétaires. Il y a une réponse qui est donnée quand c'est possible. Et quand c'est pas possible, on peut faire des transferts à un autre service, à un autre hôpital, changer le type de demande aussi, parce que parfois, à la lecture du besoin, on dit bah non, c'est pas une consultation qu'il faut d'abord faire des examens. On va changer la demande. Donc voilà, c'est très flexible et on a fait évoluer les formulaires aussi depuis le début du lancement de la plateforme en fonction des retours. Suite à l'utilisation des DSU, il y a eu un intérêt du DAC d'utiliser aussi la plateforme. Donc, on a mis en place un module pour le DAC et donc il y a aussi les possibilités de faire des demandes au DAC directement depuis la plateforme qui après poursuit son parcours avec les e-parcours et autres outils qu'ils ont. Donc concrètement, sur la plateforme, le module s'appelle demande semi-urgente. Ça va être aujourd'hui, il est beaucoup utilisé, alors soit par les médecins traitants, par exemple, lorsqu'ils ont besoin, comme Julia disait tout à l'heure, tout de suite, un rendez-vous, etc. Sur un besoin d'une hospitalisation, par exemple, en gériatrie pour une personne âgée, ils vont faire une demande et ça va éviter que le patient passe aux urgences et attende un délai de près de 12 heures, par exemple, aux urgences, en attendant d'être pris en charge dans le service. Là, grâce à ces demandes-là, le patient va être convoqué directement et après être hospitalisé directement dans le service. Donc ça fonctionne beaucoup en gériatrie, en diabétologie et en gastrologie pour les autres services aussi. Mais c'est vraiment les plus gros utilisateurs de la plateforme. Ça fonctionne énormément aussi pour les consultations selon différentes spécialités, l'imagerie. Aujourd'hui, les infirmières libérales le prennent en main pour faire des demandes de consultation dans les suivis de plaies. On a installé la plateforme avec le service de consultation de plaies et cicatrisation pour que les patients puissent être adressés directement par ce biais-là. Les patients avant étaient déjà adressés, mais par mail, qui n'était pas forcément sécurisé et pas forcément tracé non plus. Alors, un autre module qui est en place dans la plateforme, donc c'est un module de téléexpertise qui a évolué récemment. Maintenant, c'est un module qui est ouvert à 360 degrés, c'est-à-dire que tous les acteurs de la ville, de l'hôpital, peuvent faire des demandes entre eux, paramédicaux inclus, etc. On est sur un territoire où vraiment c'est un désert médical, peu de soignants, des demandes qui sont quand même particulièrement complexes. Et donc là, il y a eu le souhait du terrain de pouvoir faire ce module donc complètement ouvert. Et donc ça permet de faire des demandes, même pour les paramédicaux, ça fait gagner du temps. Il n'y a pas forcément de médecin traitant, etc. Donc c'est très flexible. Module téléexpertise 360 et qui a été mis en place de manière complètement ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facturation par professionnel, c'est le GHT a ouvert à tout le monde et ça permet donc de faciliter les usages. Donc tout est tracé, ça permet une prise en charge beaucoup plus facilitée parce qu'aujourd'hui les infirmières par exemple faisaient des demandes de téléexpertise par mail de manière non suivie et là maintenant vraiment le module permet de faire de la téléexpertise, de l'avis spécialisé vraiment suivi
Oui, c'est ça. Et la demande par mail n'était pas vue par le médecin traitant, alors que là, le médecin traitant, il a une visu sur cette demande et il peut aussi interagir. Et c'est beaucoup utilisé sur la diabétologie, par exemple, sur les adaptations de traitement, c'est pas mal utilisé. Et sur la gériatrie, les infirmières peuvent aussi directement contacter les équipes mobiles de gériatrie et ainsi aussi sur la consultation, sur les suivis de plaies. C'est souvent utilisé pour demander des avis sur la conduite à tenir face à une plaie. Et donc pour ce module, mais aussi pour les autres, on a mis en place un module de cabinet de ville, de groupement de ville, et ça permet par exemple à une équipe d'infirmières où ils sont 3, 4 à travailler ensemble, d'avoir tous accès à la demande et de pouvoir récupérer la réponse sans être toujours lié à une seule personne. Donc voilà, on a aussi cette flexibilité-là pour travailler en équipe en ville et faciliter les échanges avec l'hôpital. Alors, les autres modules qu'on a aussi dans la plateforme, donc on a un module de messagerie sécurisée, assez classique, mais ça permet de centraliser absolument tous les messages qui sont échangés. Et dans chacun des modules, il y a un espace d'échange qui permet soit aux personnes qui sont donc liées au dossier du patient d'échanger entre eux sur la demande. La personne qui a fait la demande de prise en charge va pouvoir échanger avec l'hôpital ou le confrère. Et en plus, on peut taguer des personnes, c'est-à-dire qu'en un simple arrobase, on va pouvoir aller chercher n'importe qui sur la plateforme et l'inviter à rejoindre la demande. Donc ça peut être intéressant d'aller demander à un autre spécialiste de ville si jamais il peut donner son avis parce qu'il y a un manque à l'hôpital ou des choses comme ça. Donc ça, c'est très, très utilisé, cette messagerie, cet espace d'échange au sein des modules. Voilà, on peut rajouter qu'effectivement, il y a aussi un module qui a été rajouté au sein du dossier patient qui permet multiples échanges. On peut faire des fils de discussion à l'intérieur du dossier patient sur différents thèmes. Donc, ça permet de classer un petit peu les sujets de conversation liés aux patients, de retrouver facilement de la donnée. Et là, dans les évolutions, il y a des projets de rajouter des mots-clés, etc., pour aller chercher de manière transversale des informations sur le dossier du patient, sur les échanges qu'il y a entre les différents acteurs qui travaillent pour le patient. Aujourd'hui, sur le terrain, cet espace de discussion qui est au sein du dossier patient, c'est vraiment autour du dossier patient, on a mis en place un suivi pour les patients diabétiques pris en charge par un pédicure podologue avec l'intégration d'un questionnaire de gradation. Donc c'est un questionnaire qui doit être fait une fois par an pour les patients diabétiques. Et aujourd'hui, ce bilan a été fait par les pédicures podologues, mais aucun professionnel de santé autour du patient, autre que le pédicure podologue, n'avait accès à ce questionnaire. Donc grâce à cette inclusion de ce document dans cet espace de discussion, le médecin traitant, le diabétologue, les infirmières, tout le monde pourra avoir accès à ce questionnaire. Il y a plusieurs annuaires qui ont été mis en place aussi dans la plateforme, qui ont évolué aussi depuis le début, qui permettent à chaque acteur, donc à partir du moment où il y a une création de compte qui se connecte, leur profil est créé dans l'annuaire. Après, ils peuvent l'éditer, rajouter des éléments, rajouter des mots-clés, enrichir toutes les informations les concernant. Donc ça va potentiellement chercher un médecin généraliste qui parle le langage des signes, mais on va pouvoir le trouver très rapidement. Et depuis les annuaires, on peut faire toutes les demandes aussi, parce que chacun a ses préférences. Certains passent par le dossier patient pour faire une demande, d'autres parfois par l'annuaire, donc on va pouvoir faire directement une téléexpertise, une demande de téléconsultation, une DSU à l'hôpital, etc. Donc voilà, c'est un module qui est aussi pas mal utilisé et qui évolue aussi en termes de fonctionnalité. Et l'alimentation de l'annuaire se fait automatiquement depuis la connexion avec la carte CPS. Donc les gens n'ont pas besoin de créer leur profil, ils peuvent le détailler, mais il est créé dès la connexion. Ah oui, un point important aussi qui est intéressant sur la plateforme, c'est qu'on a une solution vraiment simplifiée pour la gestion des disponibilités. En un clic, un médecin se rend indisponible quand il part en vacances. Il n'y a pas besoin de connecter les agendas, etc. Voilà, c'est très rapide. En un clic, il peut dire voilà, je ne suis pas disponible et remettre disponible en un clic. Alors, il y a un module qui a été rajouté assez rapidement, celui-là, dans la plateforme. Étant donné que la plateforme a quand même centralisé beaucoup de monde,
il y a une forte utilisation. L'idée de mettre un module de news pour pouvoir échanger des documents, des vidéos, des informations, etc. a été mis en place. Donc dès qu'on arrive sur la plateforme, les professionnels ont accès à cet espace. Ils sont notifiés quand il y a des nouvelles demandes. Et voilà, ça permet de diffuser beaucoup d'informations. Oui, effectivement, les médecins généralistes, par exemple, ont demandé d'avoir accès au planning des urgences du territoire de la Mayenne parce qu'on ne savait plus trop qui était ouvert, enfin, quelles urgences étaient ouvertes ou pas, où on devait diriger les patients. Donc, grâce à cette information-là, tous les mois, ils ont accès au planning des urgences. C'est un exemple d'informations qu'on peut retrouver. Il y a aussi la CPTS qui donne des informations sur des actions qu'elles peuvent faire sur le territoire. Là, prochainement, le mi-juin, elles vont faire une marche intergénérationnelle. Et du coup, pour informer les professionnels de santé, elles utilisent la plateforme. On a aussi des modules de téléconsultation et téléconsultation assistée dans la plateforme. Initialement, ils avaient été mis en place un petit peu pour combler les manques parce qu'il y avait des acteurs qui n'avaient pas de solution et que c'est quand même cher de pouvoir faire de la téléconsultation. Donc, on l'a mis en place comme ça. Et là, c'est de plus en plus utilisé. C'est du classique au niveau de la téléconsultation assistée. Ce qui est particulier dans le projet qui est intéressant, pour les téléconsultations assistées, ils n'ont pas voulu prendre de solution justement qui force les médecins à donner leur disponibilité, à mettre des créneaux de disponibilité pour des rendez-vous. Quand il y a par exemple une infirmière qui fait une demande de téléconsultation assistée, elle envoie différents jours, différents créneaux au médecin en fonction de ses tournées chez le patient. Le médecin reçoit la demande et va pouvoir après choisir parmi les créneaux qui conviennent à l'infirmière un horaire précis. Donc ça fait gagner beaucoup de temps et ça évite beaucoup de frustration. Et ça permet aux médecins d'être beaucoup plus flexibles aussi dans la réponse puisqu'on ne les force pas à garantir un rendez-vous à une heure précise. Ce qui est intéressant aussi dans ces modules, donc on peut facilement intégrer des objets connectés. Là justement, il y a la CPTS de Laval qui lance l'utilisation de la téléconsultation en EHPAD et qui vont connecter un stéthoscope à la plateforme pour pouvoir faciliter les rendez-vous en téléconsultation. On a un jeune médecin qui a fait une étude auprès des médecins de ville, donc en fait qui montre des connexions régulières des différents médecins. Ensuite, on a un pool de médecins principalement utilisateurs. Ensuite, c'est évidemment variable. Les gens sont plutôt contents des adressages, mais il y a parfois des services. On a des services qui ont parfois 2 ou 3 médecins, donc ils peuvent être un peu lents sur les réponses. Ça on a objectivé à travers une étude des admissions au SAU. Donc il y a la question de l'autofinancement de ce projet par la réduction de dépenses de sécurité sociale, mais il faut évidemment le démontrer. Et du coup, oui, c'est ce qu'on a fait démontrer avec l'étude qu'on a fait fin 2024. C'est sur les dossiers qui avaient fait l'objet d'un traitement, moins 9% d'admission au SAU, des soins moins intensifs parce que les gens avaient été pris en charge plus tôt, et donc des soins moins fréquents. Alors, on va maintenant parler de l'aspect. Donc, on vient de parler des services disponibles sur MyVillup. On va maintenant parler de la donnée. Donc, on l'a dit au début, on agrège de la donnée de 5 différents hôpitaux. La donnée, elle est donc mise à disposition aux professionnels de santé. Et l'enjeu maintenant, ce n'est plus du coup l'accès à la donnée, mais c'est plutôt comment fournir aux professionnels de santé des outils qui vont permettre d'utiliser cette donnée de manière efficace. C'est pour répondre à cet enjeu que la nouvelle version de Healthshare, qui est du coup le socle de MyVillup, que l'assistant IA a été développé. Ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est du coup comment est-ce que cet assistant IA dans le futur va pouvoir enrichir cet écosystème de plateforme de coordination ville-hôpital. L'assistant IA, du coup, globalement, c'est quoi? C'est une interface de chat en incluant du coup des systèmes de prompts. C'est des prompts qui ont été testés cliniquement. Et un professionnel de santé va pouvoir également créer son propre prompt pour pouvoir l'utiliser et interroger du coup la donnée complète qui est stockée du coup sur la plateforme. On a bien entendu des mécanismes de traçabilité, des habilitations, tout ça est géré directement dans la plateforme. Et un autre point important est qu'on est flexible sur le LLM qui est utilisé dans cette IA. Donc un hôpital qui par exemple a son propre LLM va pouvoir plugger son LLM sur l'outil
notamment pour des questions de souveraineté. On va passer du coup à la démonstration pour rendre le cas un peu plus pratique. Voilà, donc là, on peut voir le résumé, le dashboard un petit peu d'un dossier patient où on retrouve tous les éléments nécessaires à la prise en charge du patient. Donc moi, ça, c'est des données que je vais utiliser au quotidien dans mes missions d'infirmière en éducation thérapeutique auprès des patients diabétiques. On rencontre les patients à peu près sur l'hôpital, on en rencontre à peu près une trentaine par semaine minimum en entretien individuel pour parler de leur diabète. Et avant ces entretiens, systématiquement, on a un temps de préparation de dossier où on va aller rechercher différents éléments nécessaires pour anticiper sur les points qu'on doit cibler auprès du patient pour vraiment adapter notre entretien selon ses besoins. Donc on va retrouver les antécédents du patient, les allergies, les traitements, les résultats de laboratoire, les comptes rendus d'examen, les comptes rendus de sortie, lettres de liaison et autres courriers qui peut y avoir d'adressage, etc. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on va aller étudier systématiquement pour nos 30 patients chaque semaine. On va, pour chaque patient, étudier ces documents-là. Donc, dans le cas d'Émilie qui suit des patients diabétiques, sur la gauche, elle va avoir des prompts et notamment un prompt qui va lui permettre d'obtenir le résumé du patient diabétique sur les 3 dernières années. Donc là, on va retrouver des données administratives avec le nom, prénom, l'âge, la date de naissance, le type de diabète, le diagnostic de l'année de diagnostic, l'évolution du bilan biologique. Par exemple, sur l'hémoglobine glyquée, on constate, l'IA nous dit que ces dernières années, elle est augmentée. Les différentes glycémies qu'il a pu avoir, s'il a fait des hyperglycémies, s'il a fait des hypos. On peut retrouver aussi le traitement pour le diabète. S'il a des complications du diabète, là, on peut voir qu'au niveau rénal, tout fonctionne bien pour le moment. On peut voir, il peut nous retrouver aussi les différentes hospitalisations qu'il a pu avoir sur les mois précédents ou les années précédentes. On retrouve aussi le suivi qui est en cours pour ce patient, s'il a vu son diabétologue, s'il voit une diététicienne, un podologue. Et on peut aussi voir là les traitements pour les facteurs contre les facteurs de risque cardiovasculaire. Si ici il a de l'hypertension et de l'hypercholestérolémie, on a un résumé au final de la situation du patient. Ensuite, on peut faire des demandes particulières lorsqu'on est, donc ce soit avant l'entretien ou pendant l'entretien. Là, on fait une recherche sur l'évolution de l'IMC sur les 3 dernières années. Donc là, l'IA nous dit que ça a été augmenté. Ensuite, on peut faire une autre demande en direct avec une recherche sur... on demande à l'IA si le patient a des risques cardiovasculaires. Et donc là, il va pouvoir nous lister un petit peu les problématiques du patient sur le déséquilibre de diabète, l'augmentation de l'IMC avec un surpoids, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie. Il nous indique dans son résumé qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui cardiovasculaire, mais qu'il présente quand même des risques, des risques cardiovasculaires. Donc ça, c'est vraiment des éléments dont on a besoin pour cibler notre entretien. Et ensuite, on a fait un essai. Alors, cette IA, elle contient quand même des garde-fous, donc on ne va pas pouvoir lui demander tout et n'importe quoi. Typiquement, là, l'exemple qui est sur la vidéo, si un médecin lui demande des conseils, par exemple, qu'est-ce que je dois faire avec cette patiente, qu'est-ce que je dois lui prescrire, comment, etc., l'IA répondra qu'elle n'est pas capable de répondre à cette question. Et pareil, actuellement, donc, ce modèle d'IA-là n'a pas accès au contenu des documents. Ce sera dans la nouvelle release qui arrive fin mai. Et donc, juste pour l'exemple, si on lui demande de nous dire ce qui est contenu dans la note du diététicien, par exemple, de la semaine dernière, l'IA ne va pas inventer quelque chose. Donc, elle va juste nous dire qu'elle n'y a pas accès, qu'elle ne peut pas nous donner de réponse. Et elle nous pointera juste vers le bon document pour qu'on puisse cliquer, l'ouvrir et lire l'information par nous-mêmes.
Cette IA, du coup, on va passer vite sur les aspects très techniques, mais il y a 3 grands points qu'on va mentionner maintenant. Il y a du coup la possibilité de créer des prompts. Donc le premier prompt qu'on vous a montré, en fait, on peut le customiser plus ou moins. Donc tous les éléments qu'a listé Émilie, ça peut être quelque chose qu'on peut en enlever certains, on peut en rajouter, et tout ça se passe dans l'ingénierie du prompt qu'il y a derrière. On a effectivement aussi l'accès à la donnée, donc n'importe qui ne pourra pas demander n'importe quoi à l'IA. Et donc en fonction des prompts et des habilitations des professionnels de santé, on aura des données qui remonteront ou non via l'IA. Et enfin, dans la gestion des habilitations, donc tous les professionnels de santé n'auront pas forcément accès à tous les prompts préconfigurés et n'auront pas forcément accès à toutes les fonctionnalités de cette IA. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, nous, l'utilité au quotidien de ce style d'outil, ça va être nous aider, moi, dans mon cas, dans ma pratique quotidienne, en tout cas, c'est m'aider à préparer les entretiens que j'ai avec mes patients. Aujourd'hui, je navigue sur le DPI à la recherche des résultats biologiques, à la recherche des antécédents, à la recherche de ce qui s'est passé sur la dernière année. Donc ça nous prend quand même pas mal de temps pour chaque dossier de patient. Et là, on a pu voir quand même quand 30 secondes peut-être, on récupère une donnée que moi je mets un quart d'heure à récupérer quand je prépare mes dossiers. Donc c'est vraiment un outil facilitateur au quotidien pour nous. Après, sur l'instant T, de faire les demandes quand on est en entretien avec le patient, c'est très important aussi parce que parfois au cours de la discussion, on s'est dit tiens, c'est un élément dont j'ai besoin et souvent on a notre PC, on est devant le patient, on a notre PC et puis on est en train de chercher pendant 2-3 minutes, ah bah mince, je vais aller voir dans ce document-là, bah non, j'ai pas l'info, je vais le voir dans un autre document, ah bah non, il est pas là non plus. Donc ça, vraiment, ce genre de situation, ça casse un petit peu l'entretien et ça coupe le fil de discussion qu'on a avec le patient, et en termes de relation c'est moins intéressant, c'est moins fluide. Donc là, ça va nous permettre de fluidifier un petit peu notre relation avec le patient pour gagner du temps et pouvoir vraiment être beaucoup plus attentif par rapport à ce qu'il nous dit. Aussi en termes de coordination, alors là c'est plutôt d'un point de vue médical pour ma part, ça va permettre d'améliorer un petit peu le suivi, savoir où en est le patient dans son suivi. Je prends un exemple du cas qu'on avait avant, c'est un patient diabétique. Les patients diabétiques ont besoin d'avoir un suivi ophtalmo chaque année. Et dans la situation qui a été présentée, l'IA nous a dit j'ai pas d'infos sur le dernier examen ophtalmo. Alors soit on va chercher l'info et il a été fait, soit pas. Donc ça évite de faire des impairs et de proposer le bilan au patient si jamais il n'a pas été fait. Donc on le voit plus vite, les impairs qui pourraient être faits. Donc ça améliore vraiment la qualité de prise en charge des patients. Donc en fait, la plateforme, je vais bien le suivante, elle a permis de mettre en place progressivement en fait un outil responsabilité populationnelle, même si on ne l'avait pas conçu comme ça. Et l'intérêt, c'est de pouvoir l'améliorer de façon incrémentale avec les retours des utilisateurs, mettre des nouveaux modules, les tester, les enlever, etc. Il faut assumer le fait de prendre un risque avec un module et aussi le fait d'assumer de retirer quelque chose si ça ne fonctionne pas. On l'a fait par exemple avec un outil parcours qui était bien mais qui était trop complexe et qui avait été amené trop tôt. Donc les perspectives pour 2026 et 2027, c'est la génération de cohortes à partir de données ou en fonction des besoins. Un médecin généraliste peut générer sa cohorte, une CPTS peut le faire, le réseau diabète peut le faire par exemple. Comme vous l'avez vu, le cercle de soins a accès à l'ensemble des données. Juridiquement, le cercle de soins peut avoir accès à tout ce dont il a besoin pour la prise en charge. Et donc ce qu'on veut construire, c'est construire et renforcer le maillage autour des patients de façon à ce qu'ils ne tombent pas dans les failles du système, parce que c'est à ce moment-là que le patient se retrouve aux urgences avec un coût extrêmement complexe. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'initier des parcours simples, notamment à travers le cahier de liaison qui est dans le cadre du dossier patient. On va aussi être lié avec le e-parcours qui est bien, mais qui est aussi très avancé. Et donc c'est ce qu'on vous présentera l'an prochain, une fois que ça aura été un peu plus avancé. Merci beaucoup.
Oui, deux questions, principalement au directeur d'hôpital. Est-ce que, déjà sur l'outil, est-ce qu'il y a un lien avec l'espace numérique en santé? Parce que normalement, en principe, tous les patients doivent avoir leur DMP alimenté. Et donc, en principe, c'est quand même une source d'information importante qui devrait nourrir votre outil. Donc ça, c'est déjà une première question. Et la deuxième question, c'est par rapport au lien avec les CPTS et au financement du coup de cet outil. C'est que les CPTS, elles ont quand même un budget conséquent. Dans les missions obligatoires des CPTS, il y a effectivement la coordination ville-hôpital. Et donc, est-ce qu'il n'y a quand même pas des ressources possibles pour financer cet outil dont vous avez montré quand même la pertinence? Merci pour ces questions. En effet, le DMP faisait partie des premières demandes des médecins de ville de pouvoir y accéder via la plateforme. Et le DMP, de la même manière, sera accessible via le DPI-sillage. Donc, on peut accéder au DMP via la plateforme. En revanche, le DMP ne contient pas, à ce stade de données structurées, ne contient pas de LLM. Le patient peut enlever certaines informations. Donc, ce sont deux outils qui ont des vocations différentes. Là, c'est un outil de professionnel à professionnel exclusivement. Mais il y a un lien évidemment avec le DMP, mais ça ne se substitue pas au DMP. C'est complémentaire. Sur le financement, vous avez raison, on a oublié d'en parler, c'est que là, en février, la CPTS du Pays de Laval a accepté de participer au financement. Ensuite, nous, on reste un petit territoire. Il y a 330 000 habitants et il y a 8 CPTS. Et donc, dans le cadre de leur financement, ils peuvent consacrer peut-être quelques milliers d'euros à la plateforme, mais on n'est pas sur quelque chose qui peut payer l'ensemble du système. Sur la dernière diapositive, vous avez montré un tableau de bord de la patientèle du médecin avec des données agrégées. Elles viennent d'où ces données? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a quelques retours de l'assurance maladie, mais on n'est pas en position en fait, de regarder comment notre patientèle est structurée et comment elle va d'une certaine manière. Alors on a commencé à y travailler avec des médecins traitants, mais c'est quelque chose de totalement nouveau. On prend un cabinet de ville typique qui va avoir 5 médecins, environ 1200, 1400 patients par médecin. Ça fait quand même un groupe de 7000 patients. Donc spontanément, lorsqu'on a posé la question « Qu'est-ce que vous voudriez comme information ?», ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne se posent pas la question. Donc on est en train de travailler sur des scénarios où par exemple on a quels sont les patients admis aux urgences dans les dernières 48 heures ou 72 heures, peu importe. Quels sont les patients qui doivent sortir dans les prochaines 24, 48, 72 heures. Mais ça suppose que la date prévisionnelle de sortie soit systématiquement renseignée dans le DPI. On pourrait aussi avoir dessus quels sont les patients qui ont eu par exemple un antécédent d'infarctus et qui n'ont pas fait de test d'effort, en tout cas à l'hôpital, dans les 12 derniers mois. Ce sont que quelques exemples, mais l'idée c'est de donner à chaque médecin la capacité de faire son propre tableau. Et plutôt que se dire de tête « Ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu Monsieur Dupont », d'avoir une sorte de requêtage, y compris pour la secrétaire et à un autre niveau pour la cordeau de la CPTS, en se disant quels sont les gens qu'on doit aller voir. Ce que nous disent les médecins, et à raison, c'est « Vous êtes gentils avec vos outils, on a déjà du mal à suivre les patients qui viennent vers nous. Là, vous nous dites qu'il y a la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas. Vous allez nous permettre d'aller voir. Oui, c'est intéressant, mais on ne pourra pas forcément. » Et donc, les CPTS peuvent constituer un relais, mais ça veut dire dans ce cas-là, et ça renvoie à la question du financement, que les CPTS doivent se renforcer et créer des gestionnaires de cas qui, eux, vont commencer à faire ce suivi populationnel pour essayer d'attraper les gens qui sont plus dans les mailles du filet. C'est ce que font certains assureurs aux États-Unis parce que le cadre réglementaire et le cadre culturel est différent. Et l'autre question qu'ont aussi évoqué les médecins et les CPTS, c'est d'un point de vue éthique, est-ce qu'on a le droit d'aller vers les patients, d'appeler Monsieur Dupont en disant « Vous avez fait votre infarctus il y a 1 an, on vous a pas revu à l'hôpital, vous n'avez pas de test d'effort, est-ce que vous allez bien ?» Donc voilà, la théorie est très séduisante. Pour la pratique, il y a toujours des interrogations. Mais on est preneur de toute remarque ou tout scénario de tableau de bord qui serait intéressant. Bonjour, désolé, j'étais pas à l'heure, donc peut-être que vous avez déjà répondu. Là, c'est compatible avec Sillage pour le DPI, mais ça peut être potentiellement compatible avec n'importe quel autre DPI? Oui, là, au fait, là, j'ai acheté sur Sillage, donc c'est compatible Sillage, mais avant qu'on ait Sillage, ça a été connecté à DXCare et Crossway dans les autres établissements.
Et donc, voilà, c'est compatible Oui, avec les différents Il n'y a pas de problème DPI. par rapport à ça. Et l'autre question, pourquoi c'est pas un article 51? Vous auriez pu aussi investiguer de ce côté-là, non? On a candidaté trop tard. Mince. La fenêtre venait de se fermer lorsqu'on a D'accord. demandé. Mais on est très jaloux des territoires qui ont un article 51. Et on souhaiterait une généralisation, évidemment. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est très intéressant et on a envie de généraliser. Oui, on arrivait juste Ouais. après la première vague, en fait. Ouais, ok, merci. Alors, dernière question, moi c'était sur le volet IA. Donc on sait que l'IA est victime d'hallucinations. Comment vous mesurez la qualité justement des résultats de prompt au niveau des professionnels et à travers un recoupement sur, j'y passe 30 secondes, mais je vérifie quand même en un quart d'heure que peut-être la donnée est correcte. Alors ça c'est quelque chose qu'on a fait en amont avant de commercialiser l'outil en interne. Et on a du coup, maintenant que l'outil est commercialisé, une fois que l'IA nous répond, on a quand même la possibilité de voir la source de données sur laquelle l'IA s'est basée pour répondre. Et donc en fait, sur une même fenêtre, on va avoir la réponse de l'IA à gauche et à droite un tableau de données. Et donc on va pouvoir comparer pour vérifier potentiellement ce que l'IA nous remonte. Et donc on est en mesure potentiellement de faire cet exercice de qualification de l'IA. Merci beaucoup.